Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce soir pour cette soirée consacrée à une grande figure de la poésie, Yanis Ritsos. Cette soirée est organisée en partenariat avec l'association Le Chant des Hommes et la librairie Nouvelle et compagnie. Et nous avons le bonheur d'être accueillis également par le TAC. L'occasion de cette soirée, c'est la naissance de cette soirée, c'est la publication d'un recueil de poèmes de Yanis Ritsos qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Les Jeux du ciel et de l'eau, édité par Bruno Doucet, qui est présent à mes côtés ce soir. Bruno Doucet, donc éditeur, mais également poète, ça c'est important de le préciser, qui a toujours eu une relation très forte à la figure de Ritsos. Ce recueil a été traduit également par Faber Fabrice, qui est présent parmi nous ce soir, et avec qui nous avons un lien d'amitié, et c'est la poésie qui nous a réunis. On est très contents également de cette soirée. Peut-être en introduction, avant de parler plus précisément de ce recueil, Bruno, vous qui avez écrit un roman autour, entre autres, de la vie de Yanis Ritsos, pouvez-vous nous rappeler quels ont été les grands événements qui ont jalonné sa vie ? Merci, bonsoir à vous. Oui, effectivement, Yanis Ritsos, pour moi, c'est une voix majeure de la poésie du XXe siècle. Je le place au même plan que Federico García Lorca, Nazım Hikmet en Turquie ou Pablo Neruda au Chili. Voilà, pour moi, c'est une figure de la poésie mondiale, tout simplement. Mais c'est aussi pour moi une sorte de soleil, voilà, dont le rayonnement est quasi permanent dans mon existence. Alors, qui était-il ? Yanis Ritsos est né à Monemvasia, dans le Péloponnèse. Et il est né dans une famille d'anciens patriciens vénitiens, une famille, on va dire les choses très simplement, il est né avec une cuillère en argent entre les orteils. Voilà. Son père, son grand-père donnaient du travail à une centaine de familles de laboureurs. Et puis, quelques années plus tard, on le retrouve seul avec sa sœur dans les rues d'Athènes, à la fin de son adolescence, au début de sa vie d'adulte, obligé de faire des tout petits boulots pour ne pas mendier sa vie. Alors, que s'est-il passé dans cette enfance ? Eh bien, c'est une enfance un peu, on va dire, un peu apocalyptique. C'est la famille Ritsos, sur le rocher de Monemvasia, va être frappée par on pourrait dire une triple malédiction, mais comme on en trouve dans les tragédies grecques. D'abord, il y a la ruine économique. Aux environs de 1920, après la guerre de 14, au moment de la grande catastrophe, au moment de l'échange des populations grecques et turques, eh bien, cette famille va connaître une ruine ruine économique qui va être aggravée par la maladie. Une partie de sa famille est décimée par la tuberculose. Et puis enfin, troisième malédiction, son père qui s'adonne à la boisson et au jeu va vendre jusqu'aux derniers oliviers, jusqu'aux derniers arpents de terre. De sorte que la maison familiale, comme le dira Ritsos, n'est plus qu'une maison morte. Lui-même va découvrir qu'il est atteint de la tuberculose et il va passer une partie de sa jeunesse dans des sanatoriums, et notamment à la Canée, à Rania, en Crète. Et c'est peut-être là que naît son idéal communiste, son sens de la fraternité, son insurrection aussi profonde. Il va découvrir que les malades y sont logés dans des conditions absolument épouvantables, et un jour il va décider de se rendre à la ville voisine et il va aller déposer un article au journal local, article dont l'impact sera si fort qu'il entraînera la fermeture du sanatorium. Et puis, la vie continue. En 1936, j'ai vu que dans le petit document que tu as préparé, Faber, tu mentionnes le 1er mai 1936. 1er mai, c'est, peut-être le savez-vous, ou peut-être ne le saviez-vous pas, mais c'est la date de naissance de Yanis Ritsos, 1er mai 1909. Ouais, c'est tout un symbole. Hein. Et le 1er mai 1936, des ouvriers des manufactures de tabac défilent dans les rues à Thessalonique, et un jeune manifestant est tué par les forces de l'ordre. Sa mère va se précipiter comme une piéta vers le corps de son fils. Et Yanis Ritsos va voir la photo de cette mère dans les journaux, de cette mère prenant son fils abattu dans les journaux. Il va en être profondément bouleversé, il va s'enfermer dans sa petite chambre à Athènes et il va écrire un texte absolument extraordinaire
très difficile à traduire. Je sais que Faber est en train de le traduire. Epitaphios. Epitaphios, et ce livre sera probablement le début d'une aventure majeure, puisque le livre va être saisi, brûlé devant les colonnes d'un temple à Athènes. Et Yannis Ritsos ne devra vraiment son salut qu'à très peu de choses ce jour-là. Mais il sent qu'il est encore tout jeune, hein, voyez, 1936. Il va devoir trouver le moyen d'affronter les forces de l'ombre, les forces du mal. Il va devoir se battre contre le fascisme. Il va devenir ce grand poète solidaire. Et toute sa vie sera placée sous le signe de la résistance. Et alors, je vais évoquer simplement deux moments, et puis après, je laisserai la parole. Mais deux moments très importants de la vie de Yannis Ritsos. Pendant la guerre civile, qui succède à la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il va se retrouver incarcéré sur la tristement célèbre île de Makronissos. Voilà, et il va vivre là pendant de longs mois, plusieurs années, sous le fouet et la trique, hein, comme la plupart des détenus, refusant de signer l'acte de repentance, l'acte d'abjuration de son idéal communiste, qui lui aurait permis de recouvrer une vie plus simple. Et puis, un peu plus tard, à partir de 1967, et c'est ce que je raconte dans ce roman qui s'intitule « Ne pleure pas sur la Grèce », il est arrêté et conduit d'abord dans l'île de Yaros au moment du coup d'État, hein, lorsque les militaires, les colonels prennent le pouvoir en Grèce, 21 avril 1967. Il est arrêté, conduit sur l'îlot de Yaros, dans les Cyclades, une petite île caillouteuse où il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien, il n'y a que des rats, et il n'y a pas d'eau non plus. Et il est conduit là dans des conditions extrêmement difficiles, puis il sera ensuite déporté dans le Dodécanèse, cet archipel donc dodécanèse qui comporte 12 îles, assez proches des côtes turques. Et il va séjourner pendant plus d'1 an sur l'île de Léros, et en particulier dans le camp de Léros-Parthénie. Ce n'est pas un jeune homme à ce moment-là, hein. Il a déjà 58 ans, 59 ans. Il est atteint probablement d'un cancer de la vessie. Il souffre d'hématurie, on va dire les choses ainsi. Et il sera libéré en 1900, à la fin de l'année 68, et placé en résidence surveillée dans sa maison à Samos, la même où il écrivit en 1960 le très beau livre que nous vous présentons ce soir, Les Jeux de l'amour et de l'eau. Voilà. Du ciel. Voilà, je m'adapte aux circonstances d'aujourd'hui. Par contre, Ah oui. laissez citer, il faudra que vous preniez les micros. Non, juste parce que cette histoire de Vinicius de Moraes, que la vie c'est l'art de rencontre, et tu parlais de Nazim Hikmet. Et comme la vie est bien faite, vous êtes ici, et vous êtes chez vous, et vous serez chez vous ici, ad vida aeternum, eternae, c'est ça, aeternum. Mais ce qui nous réunit, c'est la poésie. Tu parlais de Nazim Hikmet, et notre association, Les Chants des Hommes, s'appelle Les Chants des Hommes, grâce à Nazim Hikmet. À cause de ses poèmes, les chants des hommes sont plus beaux qu'eux-mêmes, plus tristes et plus durables. Et Nazim et Yannis, ils ont eu un destin assez semblable. Tous les deux, ils ont connu prison, la même aussi sensibilité politique, etc. Et donc, nous avons fondé cette association. Donc, Jean-Marie, c'est la nouvelle présidente. Et à cause de ça, à cause de ces poèmes, les chants des hommes. Donc, on est très fiers que vous soyez là. Oui, oui. Et Nazim est aussi très présent. Il est présent dans ce roman, Ne pleure pas sur la Grèce. Parce que Yannis Ritsos l'a traduit, il a traduit des textes de lui. Évidemment, c'est une figure absolument incontournable. Ouais. Alors je vais me tourner vers vous maintenant, Faber, vous qui avez donc traduit Ritsos. Qu'est-ce qui, pour vous, fait la spécificité de la poésie de Yannis Ritsos ? Alors, bonsoir déjà à tous et merci d'être venus si nombreux. Et il est toujours plaisant, surprenant que les noms de Yannis Ritsos puissent mouvoir l'envie d'écouter et de partager.
pour répondre à ta question, Guillaume, c'est un poète qui arrive à un moment particulier de la littérature grecque, au XXe siècle, où deux grandes courantes se confrontent, cohabitent dans la poésie grecque. D'un côté, la grande tradition de la Grèce ancienne. Donc, vous imaginez donc la littérature antique, avec tout son prestige, sa richesse, et des écrivains qui cherchent d'imiter, d'un côté tant linguistique que stylistique, les modules antiques. De l'autre, la grande tradition populaire, la Grèce qui a vécu son âge de splendeur, le Moyen-Âge byzantin avec sa richesse et sa noblesse, mais aussi 400 ans d'esclavage et de servissement, et qui s'est levé par la Révolution de 1821 en réclamant et en obtenant son indépendance. C'est elle qui a suscité d'ailleurs en France beaucoup de solidarité, de sympathie. Vous pensez à Delacroix par exemple. Eh bien, ces deux traditions, donc la Grèce ancienne d'un côté et la Grèce de la lutte, la Grèce de la soumission, alimentent la littérature grecque. Ritsos intervient dans la littérature grecque en revendiquant l'ensemble de ces traditions. Et dans son œuvre qui est très riche, il y a vraiment de tout. Il y a les mythes anciens, il y a la contemporanéité, il y a le surréalisme, il y a des codes littéraires très modernes, comme les constructivismes russes, par exemple. Et à la fois un langage très commun, un langage très populaire. Ritsos souhaite, par sa poésie, cristalliser et récupérer l'ensemble de ces patrimoines, de cette histoire, de cette grande tradition, la Grèce avec évidemment son mythe, sa lumière, mais aussi ses souffrances, sa tradition populaire. Et tout ça avec une langue qui soit le plus possible accessible, qui puisse être entendue et comprise par du paysan à l'homme de la rue. Une chose qui charge d'une signification aussi je ne dirais pas politique, mais en tout cas idéale, est celle de pouvoir porter ces thèmes sous les lèvres de tout le monde, de les rendre à tous compréhensibles. Il y a une chose qui émerge. Quand vous lisez par exemple la correspondance de Ritsos, ou ses écrits des vies privées, eh bien, il y a une prose très savante, très recherchée, très complexe, alors que ces poèmes sont dans un langage immédiat, très clair, explicite, jamais banal, bien évidemment, mais accessible à tout le monde. Ça, c'est un pari que Ritsos assume et prend dans son programme, je peux ainsi dire, littéraire, pour porter cette poésie sur les cœurs et près du cœur des hommes. Une chose qui se passe en Grèce et qui est très intéressante, presque unique, je pense, dans le monde, c'est que vous vous promenez dans la rue et vous entendez les gens chantoter des textes qui, eux, même à leur propre insu peut-être parfois, sont des textes de grands poètes, parmi lesquels certains de Ritsos aussi. La poésie donc se pose cette tâche de dire la vérité, de toucher la vérité, de parler des grands sujets de l'histoire de la mythologie, mais aussi d'être proche et accessible à tous. Alors Bruno, je voudrais quand même vous entendre sur un point. Vous publiez énormément de poètes contemporains dans votre maison d'édition. Et il y a quelques poètes, on va dire, qui nous ont quittés. Pierre Segers, de mémoire. Yanis Ritsos, à ma connaissance, c'est à peu près tout. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. J'ai publié par exemple Hermann Hesse, le prix Nobel de littérature allemand. J'ai publié la poète Rome Chaya Stoichka, dont on connaît plutôt l'œuvre plastique. J'ai publié Pierre-Emmanuel, Luc Bérimont, etc. Mais c'est vrai, Guillaume, j'ai une passion pour Yanis Ritsos. Je crois qu'on vient de publier le 7e ou 8e livre de Ritsos. C'est le 8e si j'ajoute mon roman qui est paru chez moi. Voilà. Oui, il a une place dans particulière. Le dernier roman, Indomptable, il fait une fugitive apparition à la fin dans l'évocation d'un des personnages. Donc, c'est dire à quel point il est important pour moi. Et du coup, je serais très curieux, quelle est la nature de ce lien que vous avez avec cette figure-là, qui semble nourrir à la fois votre maison d'édition, on l'a vu, mais votre écriture même? Alors d'abord, il y a, moi je le lisais depuis très longtemps, Yanis Ritsos, mais il y a la concomitance de deux événements en 2012. La publication d'un livre magnifique qui est ici, qui s'intitule Symphonie du printemps, qui est un texte de jeunesse,
et qui est un texte qui fait partie d'une trilogie de jeunesse. Donc en 2012, je publie Symphonie du printemps, et peu de temps après, le hasard me mène sur les routes de Crète, et là, je tombe amoureux des paysages, des gens, et avec Muriel, ma compagne, qui écrit sur la mythologie, etc., Muriel Zach. Ouais, non, c'est incroyable. Et là, nous décidons de nous installer dans un petit village de Crète. Et c'est là que les textes suivants vont venir dans ma poésie, dans mes romans, dans ceux de Muriel, etc. Et c'est là aussi que nous allons décider d'intensifier ce travail autour de Yanis Ritsos, en publiant non seulement cette trilogie, en faisant retraduire les 18 petites chansons de la Patrie amère, qui sont des textes de résistance extraordinaires, écrits, composés à la demande de Mikis Theodorakis, le grand compositeur, dans le camp de l'Eros Parthénie. Nous allons reprendre le livre Grécité Romiosini. Grécité, c'est un des textes majeurs de Ritsos, qui avait été traduit par Jacques Lacarrière, mais qui n'avait jamais été publié en édition bilingue. Quelques années plus tard, Balcon, etc. Donc voilà, c'est un travail, j'allais dire, au long cours. On ne probablement parviendra jamais à publier en édition bilingue toute l'œuvre de poétique de Yanis Ritsos, parce que c'est une centaine de recueils. C'est considérable. Mais nous naviguons au gré de nos humeurs, de nos envies, et de nos rencontres, parce que tout commence toujours par des rencontres. Et cette rencontre, voilà le fruit de cette rencontre, donc les jeux du ciel et de l'eau. Peut-être, Faber, pouvez-vous nous lire un extrait de ce recueil avant qu'on aborde justement le travail de traducteur que vous avez effectué? D'accord. Sa chaise, tel un bateau, il voyageait. Comment tenir au large sur l'eau, résistant parmi les flots, sans chanceler? Il écrivait sur ses genoux, sans regarder ni se soucier. Tout autour de lui claquaient les vagues. Pourtant, ses papiers n'en étaient pas mouillés. Il était grand comme la solitude, de 2 mesures à peine, encore plus bleu. Alors ce recueil, donc les jeux du ciel et de l'eau, à quel moment il arrive dans l'évolution de l'œuvre de Yanis Ritsos? Et oui, effectivement, arrive à un moment assez particulier et important. Bruno le rappelait tout à l'heure. Et c'est une phase de la vie de Ritsos où il y a une certaine trêve entre la guerre civile, qui lui a coûté effectivement l'emprisonnement, des conditions de presque esclavage, de travaux forcés, etc., et la dictature des colonels en 1967. Dans cette période relative où s'agitent dans la société grecque des tendances d'émancipation qui visent à faire progresser socialement la Grèce et l'émanciper des tutelles et du domaine des forces conservatrices, Ritsos produit et écrit ces textes parmi les plus importants. Il y a dans ces années-là, donc la fin des années 50 et jusqu'à 65 grosso modo, des œuvres très engagées, monumentales, des poèmes prose, dans lesquels Ritsos utilise des figures mythologiques, par exemple Hélène, par exemple Ismène, Phèdre, etc., comme dans la grande tradition littéraire de tous les temps, en particulier française. Et aussi, par contre, s'approche et parle des personnages du quotidien, des figures anonymes, de la dame qui habite dans la vieille maison, de la fenêtre et de la personne qui reste un après-midi regarder le soleil qui se couche. Donc d'un côté, vous voyez toujours la grande tradition, la mythologie, les figures symboliques et aussi l'expérience du quotidien. Eh bien, dans ces grands poèmes qui composent dans un recueil qui s'appelle Quatrième dimension, quatrième dimension étant bien évidemment les temps, à part l'espace, la largeur, profondeur, hauteur, et les temps, la quatrième dimension, il vient, Ritsos vient exprimer les cycles des grandes illusions, des espoirs des hommes, les temps qui passent et sa ruine. En contrepoids de cette production poétique, magnifique, riche
solennelle, Ritsos semble se donner dans ce recueil l'étang d'un détachement, d'un regard joyeux sur la vie, apparemment idyllique, parce qu'on verra que les grands thèmes de l'émancipation humaine, de la souffrance, de l'espoir reviennent, mais dans ce contexte, dans cette texture littéraire très monumentale, je dirais, je répète ces termes, les jeux du ciel et de l'eau viennent porter une note de couleur, de joie. Le poète décrit et comprend le monde depuis son jardin de l'île de Samos, dans le village de Karlovy où sa femme possédait une maison, et la surprise du poète vis-à-vis du monde rejaillit dans les figures des oiseaux, du soleil, de la lune. La joie de l'homme s'exprime à travers la stupeur que la nature suscite, le soleil, la mer, la nuit. Et donc, en ce sens-là, c'est une œuvre qui est intéressante parce qu'il nous révèle une facette de l'œuvre de Ritsos, joyeuse, lyrique, mais pas banalement contemplative, parmi les premières de son œuvre. Avant, il y avait eu l'Étoile du matin à l'occasion de la naissance de sa fille, qui d'ailleurs, je ne pense pas qu'elle a été traduite. Comme ça, vous voyez, je prends date avec Bruno. Et qui donc donne un caractère et révèle un aspect de sa poésie qui sont particulièrement intéressants, riches et je dirais aussi immédiatement compréhensibles, appréciables, saisissables. Oui, tout à fait. Oui. Elle traduit beaucoup de poèmes. Il connaissait très bien le français, qui avait étudié de manière totalement autodidacte. Paraît-il avec une prononciation, selon les témoignages d'Aragon, assez étrange, mais il a écrit toutes ces recueils. Ah, voilà, alors c'est un scoop. Alors je passe la parole à vous. Il y a un poème de Yanis Ritsos qui a été écrit directement en français lors de sa dernière visite en France à la fin je dirais, il est mort en 90, c'était en 85, il est venu ici à Paris, il a rencontré des lycéens en région parisienne et il a écrit à ce moment-là un poème sur la paix. Voilà, magnifique, directement en langue française, que j'ai d'ailleurs publié dans une anthologie intitulée Guerre à la guerre. Voilà. Alors peut-être là, cette question va s'adresser à vous deux. Comment est-ce qu'on arrive justement à traduire une langue aussi musicale, avec une métrique particulière, la restituer en français? Je pense que ça a été un travail d'ampleur. Et est-ce que cela s'est fait aussi dans une collaboration entre vous deux? Alors peut-être déjà, avant de répondre à ton excellente question, Guillaume, vous dire que la traduction de la poésie est un acte d'humilité qui est totalement affiché dans le livre, puisque le livre est en édition bilingue et que les gens qui lisent le grec peuvent comparer, vérifier, se dire « Ah, j'aurais peut-être pas traduit de cette façon-là ». Donc c'est vraiment un acte d'humilité. Par ailleurs, c'est aussi un acte de recréation poétique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de proposer une traduction littérale d'un poème, il s'agit de faire poème dans l'autre langue. C'est un peu comme une transhumance. On emmène le texte sur l'autre versant d'une montagne. On fait transhumer le texte pour l'emmener ailleurs, dans l'autre langue, de l'autre côté d'une frontière. Voilà. Et que c'est un travail qui est un travail exigeant, difficile, méticuleux, qui demande vraiment que l'on prenne en compte toutes les ressources d'une langue et toutes les ressources de l'autre langue. Donc voilà. Et ce que je trouve fascinant, ce sera ma dernière remarque, c'est de penser que Fabrice, traduit du grec vers le français, mais que ce garçon est né en Italie, qu'il est italien, que probablement dans son quotidien, l'italien a une place majeure et qu'une partie de son rapport à la langue française lui vient de la langue italienne, comme l'accent
si charmant que vous avez entendu tout à l'heure. Voilà, je vais m'arrêter là, mais ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'il va peut-être vous dire maintenant quant à ces choix, ces partis pris de traducteur. Parce que tout traducteur, vous le savez bien, fait un choix. Prenons un exemple très concret. Au XIXe siècle, quand on traduit Dostoïevski, je suis très loin de Ritsos, mais c'est avec, on va dire, les canons esthétiques, la morale de la Troisième République, de la fin du XIXe siècle, on va dire la morale bourgeoise, etc., etc. Et puis quand André Markovitch, au milieu des années 80, 70, 80, retraduit la totalité de l'œuvre de Dostoïevski, ben alors on se rend compte que la langue de l'immense écrivain russe était parsemée d'incorrections grammaticales volontaires, de ruptures de construction, de termes grossiers, voilà, de glissements permanents dans les niveaux de langue. Et finalement, André Markovitch va nous faire découvrir un autre univers de Dostoïevski. Autrement dit, une traduction n'est jamais définitive. Et cela, Yanis Ritsos le savait, il l'a pensé, et il est, à ma connaissance, écoutez bien, c'est assez extraordinaire, le seul écrivain qui a coché dans son testament qu'aucun éditeur étranger ne pourrait avoir une exclusivité sur une traduction. C'est magnifique. C'est-à-dire que demain, l'un ou l'une d'entre vous décide de retraduire ce livre et de le proposer à n'importe lequel de mes confrères, il peut le faire. Oui, c'est magnifique parce qu'il a poussé son idéal politique très loin, c'est-à-dire jusqu'à finalement transformer la notion même de propriété artistique et littéraire. Pour une petite parenthèse, mais aussi tu parlais de Neruda. Et Neruda, il avait écrit, il a dit, il a fait un commentaire très sympathique, il disait « Les coquilles me rendaient insomniaque dans ma jeunesse. Quand los versos del Capitán ou quand les 20 poèmes d'amour et les cantions désespérées ont été traduits, il avait des coquilles, évidemment, comme dans toutes les... Ça me rendait insomniaque. Puis avec les années, je suis devenu un peu plus indulgent, j'ai commencé à... Et puis finalement, je m'ai pris des sympathies pour certaines de mes coquilles, des coquilles et finalement, aujourd'hui, je rêve d'une poésie faite que de coquilles. Donc, oui, à propos de la traduction. Donc, vous l'avez compris, je suis dans l'illégalité totale parce que je suis même pas grec ni pas français. Et en plus, ce qui peut être, je suis ingénieur. Donc, vraiment, plein de choses qui ne collent pas. La traduction, effectivement, comme disait Bruno, n'est jamais une équivalence. C'est un transport. Et il m'est venu à l'esprit une chose en y pensant il y a quelques jours. Souvent, on parle des fidélités ou de trahison à propos de la traduction. En Italie, il y a même une sorte un dicton traduttore traditore, traducteur traître, qui au passage ne marche pas en traduction, oui. Et traduire, on peut dire, voilà, pour maintenir l'assonance. Eh bien, qu'est-ce qu'il traduit l'utilisation de ces registres lexicaux? Les rapports d'amour. Quand on réfléchit, on pense à la fidélité, à la trahison, on pense évidemment au socle, qui est celui du rapport amoureux avec quelque chose, avec une personne, avec un texte. Donc évidemment, c'est un choix qui est compliqué chaque fois à faire, pour des difficultés techniques et pour un aspect dont j'essaierai peut-être de vous rendre un exemple qui me paraissait très important dans ces poèmes de Ritsos. Je vous l'ai dit, Ritsos a utilisé des styles très très différents au gré de son œuvre poétique qui est immense. Il y a encore des choses qui ne sont pas publiées. Il écrivait tellement vite qu'on n'arrivait pas, les éditeurs n'arrivaient pas à tenir les rythmes. Il y a encore des choses inédites de Ritsos, mais des tiroirs entiers. Et dans cette œuvre-là, Ritsos choisit une musicalité très explicite, très évidente. Je vous fais un exemple, je vous le lis en grec, mais n'ayez pas peur, je vous le traduirai tout de suite après en français. Exemple. Έτσι που με τριγύρισαν οι περιπεκτικές μιλίτσες, δεν βλέπω κάτω το γυαλό, δεν βλέπω τα καράβια,
Monacha mes aptakladia, pesio yelios, hilia che mesalisi matiamu, kipio mikrik sinomilia, mu perni matia che l'alia, me sfinghi, me petrovola, me ta cochino prassina, me ta la mategnatis. Vous entendez qu'il y a un rythme qui est très présent, presque celui d'une comptine pour enfants. Et d'ailleurs, ces poèmes sont souvent considérés comme des poèmes pour les enfants. Ils ont dédié en effet à leurs enfants, mais vous verrez qu'il y a beaucoup plus. Donc cette dimension musicale me paraissait très importante, il fallait la sauvegarder. Et je me suis donné cette tâche de chercher de la rendre à l'oreille française. Vous en serez les juges, évidemment. Mais il me semblait très important de maintenir cet aspect. Au-delà de ce que les poètes disent, ça compte aussi les rythmes avec lesquels il dit, les sons, l'aspiration, les pas, les battements du cœur qu'il y met. Donc j'ai essayé de traduire cela de cette manière. Ils m'ont tellement encerclé, tous ces arbres, ces pommiers moqueurs. La plage, je ne la vois pas, je n'aperçois plus les bateaux. Parmi les branches seulement, la rive scintille des mille éclats, et même les plus petits pommiers parvient à m'étourdir mon cœur. Il me saisit la voix et les yeux, me serre et frappe sans pitié, avec ses reflets rouges et verts, avec toutes ses parures dorées. L'exercice que j'ai cherché à mener était celui de donc reproduire cet rythme qui se trouve dans les textes grecs et le faire ressurgir à l'oreille française. Si je suis réussi, je ne sais pas, mais je cherche à vous en donner un autre exemple pour que vous ressentiez cette dimension musicale. Cette fois-là, je jonglerai entre les deux textes. Comme ça, vous aurez peut-être plus facilement dans l'oreille le souvenir du vers, en grec. Mavrike galasia nicta megrames portocaglies, anthisan cherifaimilies. Mavrike galasia nicta. Nuit aux teintes bleues et noires, aux rayures orangées, les pommiers fleuris en secret. Nuit aux teintes bleues et noires. Chromata rhythmique kikli, smaragdia, triandafilia, tria pendefta kenya, chromata rhythmique kikli. Des couleurs, de nombres, de cercles, émeraude au temps rosé, 3, 5, 7 et enfin 9, des couleurs, de nombres, de cercles. Qui appupano to ferrari, to chrysomi verico, stodicomu mertico, mes taloni toilonari. Et par-dessous tout, la lune, tel un grand zéro doré, dans les champs dont j'ai hérité sur l'air de battage de juillet. Est-ce que vous avez peut-être des questions ou des remarques à faire par rapport à ce qui a pu se dire sur cette figure et cette poésie ? Il faut ajouter une petite chose, c'est que la situation du poète qui écrit, c'est à peu près la situation dans laquelle je me trouve. Le poète est entouré de deux personnages. Alors pour le poète, ils sont invisibles. Vous ne l'êtes pas, messieurs, mais il y a d'un côté le musicien et il y a de l'autre le peintre. Au musicien, le poète emprunte les harmoniques de la langue, l'art de faire de la musique avec les mots, rime, assonance, rythme. Tout ce travail sur cette musicalité qui est complètement intrinsèquement liée à la poésie. Et au peintre, le poète emprunte la capacité à produire des images, à faire naître des images, des métaphores avec les mots. Voilà. Et là, on est vraiment au cœur de cette question, avec ces deux emprunts que l'on perçoit parfaitement dans ta traduction. Quelques remarques ou pour l'instant, oui ? Je voulais d'abord vous remercier. Moi, la langue grecque est pour moi un jardin que je cultive depuis des années et des années, mais je ne connaissais pas
les éditions Bruno Doucet. Et donc, ça a été un grand plaisir quand j'ai vu ce courriel arriver annonçant cette soirée. Voilà. Et donc, je suis allée acheter le livre ce matin, je l'ai lu cet après-midi. Et oui, je voudrais vous dire bravo, parce que j'ai vraiment trouvé que c'était... Il y a toute la... Alors effectivement, c'est ce que vous disiez, là c'est une langue très simple, mais on voit toutes les images de l'été grec, quand l'été grec est merveilleux, quoi, quand on est à l'ombre, pas trop chaud, quand c'est effectivement l'été grec des années 60, quand la Grèce n'était pas encore ce qu'elle est devenue maintenant, quoi. Et vraiment, vous avez très bien su. Alors effectivement, une ou deux fois, moi je me suis dit tiens, j'aurais pas traduit comme ça. J'aurais mis plus en avant, vous voyez, sur les nuits aubergines. Je pense que j'aurais mis l'aubergine plus, la couleur plus en avant. Bon, enfin, bref. Mais vous avez vraiment très bien su rendre la musicalité. Et ce qui est assez extraordinaire avec la langue grecque, c'est que c'est vraiment une langue de la poésie, quoi. Et que quand on est dans un aéroport grec, au relais H, on va dire, vous trouvez des romans, des recueils de poésie partout, enfin, chose qu'on ne trouve pas en France, quoi. Et beaucoup de Grecs écrivent de la poésie comme ça, donc en se référant parfois effectivement à une poésie beaucoup plus prosodique, enfin un peu inspirée de la Grèce antique. Et puis après aussi, on savant jouer avec les mots. C'est une langue très étonnante pour ça. Très, 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 très riche. Voilà. Mais je ne savais pas, justement, je tiquais, je me disais, Fabrice, ça fait pas très grec, ça. Mais voilà. Donc c'est encore... Plutôt latin, on va dire. Oui, voilà, plutôt latin. Voilà. Et donc, voilà, vraiment un grand merci. Absolument. Elle a trouvé Fabrice, il l'a appelé en italien. Peut-être raconter comment nous nous sommes rencontrés. Voulez-vous le savoir? Oui. Alors, c'était il y a peut-être 3 ans maintenant, au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Je vois ce monsieur arriver. On ne s'était jamais rencontrés. Je n'avais même jamais entendu parler de toi. Et il arrive avec ce que je crois être un livre des éditions Kédros, la sonate au clair de lune. Oui, la maison d'édition de Yanis Ritsos, c'est la maison d'édition qui a publié la traduction de mon roman Ne pleure pas sur la Grèce. Et j'ouvre le livre et je le vois en édition bilingue. Je dis, mais jamais les éditions Kédros n'ont fait des éditions bilingues français-grec. Il me dit, non, monsieur, c'est un exemplaire unique. Mais comment cela, un exemplaire unique? Un exemplaire unique que j'ai fabriqué pour l'offrir à Noël. Oui. Bon, dans des circonstances personnelles, à mon épouse. Je lui dis, vous voulez dire que vous avez fabriqué ce livre à l'imitation très juste des éditions Kédros, en retrouvant le papier, la couverture, une impression, une typographie, et qu'en plus vous avez traduit le livre, la sonate au clair de lune, pour faire ce cadeau incroyable à votre épouse. J'ai trouvé ça magnifique. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus fort que d'habitude et j'ai emmené cette image, cette parole avec moi comme un petit talisman. Et je crois que la fois suivante, je lui ai dit, mais ça ne doit pas rester simplement enfermé dans le cercle de cette vie intime, de l'intime, mais il faut que ça puisse rejoindre d'autres lecteurs. Entre-temps, j'avais d'autres personnes qui avaient commencé à retraduire la sonate au clair de lune et je leur avais promis une publication. Et donc j'ai dit à Faber, non mais vas-y, fais un autre cadeau à ton épouse et on l'offrira à toutes les épouses du monde. Et effectivement, oui. Donc, comme il avait une dette avec moi, alors on a publié ces livres, j'en ai profité. Mais c'est très aimable de la part de Bruno. Je veux dire un mot sur sa grande disponibilité, pas moi, même moi de le dire. Bruno est un éditeur très patient, très tolérant et très disponible. Et quelqu'un qui arrive vraiment à bouger les montagnes. S'il y a quelque chose qui vous ennuie, Bruno est capable avec un mécanisme que j'ignore, des manettes cachées, il arrive à remettre les pendules à l'heure et faire fonctionner tout comme il faut. Il me semble avoir vu tout à l'heure une deuxième main se lever. Ah,
Ouais, bonsoir. Non, c'est pour Faber que j'ai rencontré à la librairie. Voilà, et qui m'a convaincu d'acheter le livre, à qui j'ai promis de lire le livre avant de venir, donc j'ai bien lu le livre. Donc j'ai trouvé effectivement ça très très joli. Alors je suis pas capable de juger du grec parce que je parle pas le grec, mais les textes sont magnifiques en français. Alors j'ai fait un truc qu'il faut pas faire quand même. J'ai fait une traduction par internet pour voir. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai travail. C'est vraiment, il y a un vrai travail. Ouf, on m'a pas découvert. Parce que l'intelligence artificielle, ça marche pas pour ça. Merci pour ces mots. Et effectivement, c'est toute la difficulté, est celle de porter la parole sans que les échafaudages se voient trop. Et dans cela, effectivement, la révision du texte qu'on a fait avec Bruno m'a aidé à épurer certaines traces des choses un peu trop mécaniques, parce que vous comprenez que dès l'instant où on veut faire la traduction métrique, comme j'ai cherché de vous donner quelques exemples, on peut voir des traces un peu trop lourdes, un peu mécaniques de tout cela. Et par contre, il est vrai que Ritsos porte avec ces mots frais, immédiats, solaires, toute la force de son message. Je me permets de vous lire, si vous permettez, encore un poème où on voit, exemplifié à mon avis de manière très claire, les deux ailes de ces recueils. L'inspiration lyrique, la beauté du paysage et la joie, mais aussi, en toile de fond, la nécessité de l'homme de travailler dans le monde, d'y œuvrer pour le rendre vivable et aimable. Dans la vigne, il y a 1002 petits points, les raisins, couleur mauve profonde. De cette manière, les vins, comme le miel, réclament pour exister lutte et fureur, sans doute pour nous adoucir les lèvres. Reviennent les thèmes, cher Ritsos, le travail, la peine du travail, l'exigence qu'elle nous demande, mais aussi la beauté qu'elle peut porter dans le monde. Mais c'est ça aussi la traduction, parce que vous imaginez que pour traduire des petits poèmes comme ça, certains font 9, 10 vers, c'est plusieurs heures de travail. Dans la solitude d'abord pour le traducteur, pour Faber, plusieurs heures à polir sa traduction, à choisir chaque mot, à revenir sur ce que l'on a fait, à le reprendre, à laisser le poème grec infuser nos journées et parfois nos nuits. Donc c'est un travail d'une patience, d'une méticulosité et d'une beauté formidable, puisqu'il s'agit de se mettre au diapason de la beauté du texte initial. Je trouve qu'il y a quelque chose de profondément apaisant, de profondément pacifique dans cette action de traduction, de profondément humain aussi, parce que c'est vraiment tout l'art de la transmission aussi d'une émotion que l'on va communiquer aux autres. Pensez que quand même, toute la littérature étrangère n'est possible, n'est accessible que parce que des traducteurs ont fait ce travail. Donc c'est quelque chose de magnifique. Pour moi, c'est vraiment le legs de l'humanité. Sans traducteurs, nous serions confrontés, tout simplement réduits à la littérature de l'expression de notre pays, c'est-à-dire quelque part enfermés dans notre identité. C'est impossible. Voilà. Voilà. La traduction, c'est l'art de tisser des liens entre les êtres, entre les langues bien sûr, mais aussi entre les êtres, entre les cultures, entre les générations. C'est aussi permettre au texte d'être emporté, exactement comme le pollen est emporté par le vent, parce que le texte va traverser les pays, les mers. Ce texte, écrit en 1960, nous parvient, vous voyez, 60 ans plus tard, plus de 60 ans plus tard, et nous le découvrons au seuil de l'été. Parce que dès le départ, j'ai dit à Faber, ce livre, il faut le sortir au mois de mai. Au mois de mai 2024.
Je ne savais pas exactement ce que serait le mois de mai-juin 2024 en France. Mais je sais là que ce livre est placé à son juste moment. Y compris dans l'apaisement qu'il procure. Parce que ce qu'il y a de merveilleux avec Ritsos, c'est qu'il prend les dimensions du monde, il les ramène aux dimensions d'un jardin. Déjà ça, c'est formidable. Il prend la dimension du jardin, il la ramène aux dimensions de la corolle d'une fleur. Et vous avez, en lisant ça, le sentiment que l'oiseau est plus vaste que le ciel, que le reflet du ciel, que la jarre qui contient l'eau fraîche est plus grande que le nuage ou que la pluie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment formidable, je trouve. Voilà. Il y a quelque chose dans l'écriture de la poésie, mais aussi dans l'art de traduire, qui vient adoucir le monde, ravauder, rapiécer ce qui est déchiré. Et Ritsos écrit comme cela. Et il écrit pour ravauder la beauté déchirée du monde. Et le traducteur fait exactement la même chose. Donc moi, je trouve que ça, c'est ça la sainteté, si elle existe. Je trouve que vraiment, c'est un travail d'une patience totale. Puis vous savez, dans la chaîne du livre, c'est le plus mal rémunéré, le traducteur. Hein. Vraiment, hein. Donc voilà, mais sans lui rien n'est possible. C'est quand même Bruno, c'est très drôle, c'est très symbolique que le nom de cet Italien qui traduit, c'est Faber, l'homo Faber, quelli qui fait les choses, c'est lui qui fait. Alors que ce soit Faber, parce qu'au-delà de l'homme qui cultive son jardin comme il aurait voulu, au-delà de cette beauté-là, effacée par le travail, les traces du travail, la consigne de Picasso, mais qui s'appelle Faber. Fabrice. Faber, parce Fabrice. Que tu as envie de dire, fais ce que tu fais. La fabrique, c'est lui qui fait. Ce que tu fais. Et c'est vraiment ça. Vous vous êtes rencontrés exprès, vous avez fait ça exprès. Ah ouais, vraiment. Hein, voilà, c'est étonnant. Mais moi, je suis comme ça, je ne peux pas publier des gens que je ne rencontre pas. Enfin, c'est une aventure humaine aussi, bien sûr. Peut-être un dernier pour la route, après peut-être on peut. Chacun puisse se faire une idée, voilà, des livres que la librairie vous propose. Tu le diras après, d'accord. Alors, un dernier pour la route. Après, il y aura quelque chose à manger et à boire pour passer un moment ensemble et naturellement discuter des Ritsos de vive voix. Les rideaux de la chambre et un oiseau blanc. Derrière lui souffle le vent d'été. Profond et bleu le vent, rien d'autre que le vent, dans ma maison, entre mes mains et même dans mes draps. Toujours du vent. De quelle manière ai-je vécu et chanté? Comment ai-je conduit les jardins à la mer? Comment ai-je rempli les mondes des statues? Profond et bleu le vent, rien d'autre que le vent. Peut-être aussi ce poème que vous pouvez lire aussi dans le métro parisien depuis 2 mois. Je trouve ça c'est formidable. Merci la RATP quand même. Quand Eri, la fille de Yanis Ritsos, a appris qu'il y avait ce poème parce que tu le lui as dit dans le métro, elle était profondément heureuse. Orange et citronnier, orange sauvage, parfum, grâce blanche dans la lune et le rythme de la danse du vent. Le rivage est plein d'étoiles, ton tablier est comblé de fleurs. Un chant s'est levé. Plus tard, il s'est assis seul sur les rochers, à transformer les étoiles en épis, et puis plus rien. Pour pitcher en une phrase chacun des livres qui sont ici. Alors, Symphonie du printemps. Voilà, c'est un texte de jeunesse, c'est un hymne à la nature et à la vie. Le chant de ma sœur, 2e volet de cette trilogie de jeunesse, il est consacré ce texte à sa sœur Lula qui a
sombré dans une très profonde dépression, après des événements qui sont racontés dans la préface de ce livre. Et il a écrit ce texte pour aller la sortir de cet enfer, un peu comme Orphée fait sortir la femme qu'il aime des enfers. Et ça a marché. Ça, c'est à lire maintenant, c'est magnifique. Ouais. Voilà, c'est ça. Les 18 petites chansons de la patrie amère, ce sont ces 18 petits poèmes que Yannis Ritsos a écrits à la demande de Mikis Theodorakis lorsqu'il était dans le camp de l'Eros Parthénie. Et cela a été mis en musique par Theodorakis. C'est absolument magnifique. À l'image de ce dernier texte, ne pleure pas sur la Grèce, quand elle est près de fléchir avec le couteau sur l'os, avec la laisse sur la nuque. La voici qui déferle à nouveau, s'affermit et se déchaîne pour terrasser la bête avec la lance du soleil. Magnifique, ça donne vraiment de l'énergie. Balcon, c'est un texte écrit en 1985. C'est un mois d'écriture poétique que nous avons rassemblé ici dans ce petit livre. Vous verrez, si vous le lisez, que parfois Yannis Ritsos écrivait 2-3 petits poèmes dans une journée. Et c'est sa quotidienneté, la quotidienneté d'un homme qui regarde la vie quelques années avant de devoir la quitter. Grécité, suivi de Après l'épreuve, chef-d'œuvre absolu. Voilà, traduit par l'immense Jacques Lacarrière. Voilà, ça c'est magnifique. Dans ce pays, le ciel ne diminue jamais un seul instant la flamme de nos yeux. Dans ce pays, le soleil nous aide à soulever le poids de pierre que nous avons toujours sur nos épaules. Et peut-être un mot également sur votre roman autour de cette figure. Et le roman Ne pleure pas sur la Grèce qui est paru en 2021, alors qui nous fait entrer bien sûr dans la résistance des poètes sous la junte des colonels à partir de 67. Et puis en même temps, c'est une fiction qui met en scène un jeune Français, Antoine, qui a 20 ans et qui découvre la vie et qui veut partir retrouver son amoureuse crétoise qui a été embarquée dans le brasier de la dictature. Et en chemin, ce qu'il rencontre, c'est aussi Yannis Ritsos qui le met sur la voie, la voie qui lui permettra de retrouver Fotini. Fotini, c'est la lumière. Merci infiniment, merci à tous les deux d'être venus nous parler longuement de Ritsos. Tous ces livres évidemment sont à retrouver au fond de la salle, vous pouvez vous les faire dédicacer, puis je crois qu'il y a une deuxième partie qui est prévue pour qu'on puisse continuer à honorer cette belle figure de la poésie dont on a besoin plus que jamais peut-être. Merci infiniment.